Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 dans le titre de ce dernier journal. Une délégation de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance de Côte d'Ivoire est en France, conduite par son président Epiphane Zoro-Balo. Elle effectue un voyage d'études d'une semaine à Paris, une immersion qui s'inscrit dans le cadre de la coopération internationale et du renforcement des capacités de lutte contre la corruption. Le mot d'ordre de grève peu ou prou suivi ce mardi sur l'ensemble du territoire national dans le secteur de l'éducation. La ministre de tutelle continue d'appeler à la table de négociation tous les acteurs du système. Situation similaire au niveau de la santé dans le district d'Abidjan. Nos équipes ont fait le constat. Éliminatoire CAN 2025 au Maroc, les éléphants de Côte d'Ivoire, Version et Mers Faye ne sont plus invaincus. Nos pachydermes se sont inclinés ce mardi après-midi à Monrovia face au Lion Star. Ils devront attendre la prochaine fenêtre des qualifications pour tenter d'arracher leur ticket pour le Maroc. Merci de regarder RTI 1. On démarre avec la Haute Autorité pour la bonne gouvernance qui est à la rencontre des institutions françaises en charge de lutte contre la corruption. Une mission d'immersion pour apprendre, mais aussi pour présenter son expertise. Le président de l'institution, Epiphane Zoro-Balo, a eu plusieurs séances de travail ce mardi avec les responsables de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique de France. Les deux institutions vont renforcer les bases de leur coopération. Envoyé spécial à Paris, Michel Digré. C'est une mission d'immersion en France qui fera certainement bouger les lignes de la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zoro-Balo, est en séance de travail avec son homologue français, Patrick Maté. Les deux délégations exposent sur leurs recettes pour exécuter leur feuille de route. Je pense qu'il y a des choses donc très intéressantes en Côte d'Ivoire. Je note notamment un certain nombre de points communs entre les situations ivoiriennes et françaises, notamment sur les obligations déclaratives. Et je crois d'ailleurs que les approches sur ce sujet présentent donc un certain nombre de points communs et donc d'analyses communes sur cette notion donc de respect de la probité auprès des responsables publics. Partager les expériences mieux, consolider la collaboration pour faire respecter les règles de bonne gouvernance, les présidents des deux institutions donnent les enjeux de cette rencontre. Vous voyez, on échange pour essayer d'améliorer nos pratiques. On est à la disposition de nos concitoyens pour améliorer la confiance dans la déontologie. C'est ça l'objectif que nous nous assignons et c'est un objectif qui est à renouveler, j'allais dire, quasiment quotidiennement. Pendant 10 années, nous avons recueilli les déclarations de patrimoine et depuis l'année dernière, nous sommes en train de mettre en place les mesures coercitives. C'est une nouvelle phase que nous devons démarrer les jours à venir. Et il était important de venir écouter nos homologues qui ont déjà cette expérience de traitement des déclarations de patrimoine et nous enrichir des bonnes pratiques, mais également partager avec nos homologues les pratiques que nous avons en Côte d'Ivoire sur la question des déclarations de patrimoine, mais pas seulement, également sur la conduite des investigations en matière de corruption et sur la mise en place d'un dispositif de recueil et de signalement des cas de corruption. Cette mission s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au gouvernement ouvert francophone avec l'assistance technique d'Expertise France. On reste à Paris pour parler cette fois-ci de l'édition 2024 de Francotech qui a enregistré cette année plus de 150 exposants évoluant dans le machine learning et l'intelligence artificielle. Les experts de l'IA et l'économie numérique ont échangé sur une future collaboration. Cela dans le but d'être plus efficace face aux défis actuels et à la sécurisation des données. La délégation ivoirienne a présenté les vastes chantiers entrepris par l'État sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Le récit de Walter Amadou Ouattara. Des États et entreprises à la station F de Paris.
Ils prennent part à Francotech, un événement économique de l'innovation qui met en valeur les réussites entrepreneuriales modernes au sein de la francophonie. La Côte d'Ivoire est présente à travers son savoir-faire en intelligence artificielle. L'honneur est revenu à SA Analytique de partager son appréciation relative à l'innovation ouverte et à la sécurité des données au service des nations. Le message que nous avons fait passer est que la Côte d'Ivoire exporte pas seulement le café et le cacao, mais aussi aujourd'hui les technologies avancées de l'intelligence artificielle. Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce et de l'Industrie, ainsi que Ibrahim Khalil Konaté, ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, ont chacun fait la promotion de la politique du gouvernement en mettant en lumière l'opportunité qu'offre un marché en pleine croissance en Côte d'Ivoire. Khalil Konaté a surtout mis un accent sur les investissements en cours. En Afrique, il y a moins de 80 data centers, mais qu'en Côte d'Ivoire, il y a 2 semaines, nous avons inauguré le 10e data center. Dans le cours de l'année 2025, nous allons bâtir 6 data centers de tier 3. Un réseau national haut débit qui est très robuste. Aujourd'hui, c'est 10 000 km de fibre optique actifs que nous prévoyons de faire dans les 2 prochaines années. Les 509 sous-préfectures de Côte d'Ivoire qui seront équipées de sorte à permettre à l'ensemble des populations vivant sur le territoire ivoirien de bénéficier d'une connectivité. 2 jours durant, ces professionnels ont échangé principalement sur le sujet « L'intelligence artificielle, un enjeu de souveraineté économique et culturelle ». Des expositions ont également permis de présenter et d'aborder l'avenir de l'intelligence artificielle dans les nations francophones. Le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, est quant à lui rentré de France à Bordeaux, où il a séjourné dans le cadre de la 12e Assemblée générale mondiale du réseau international des organismes du bassin. Il a multiplié les initiatives de partenariat pour la mise en œuvre des stratégies nationales pour la gestion de nos ressources en eau. Il entend s'inspirer de l'expérience marocaine. Le compte-rendu de Franck Quadio. Bordeaux, dans la capitale de l'Aquitaine, bercée par les bassins à flot et autres paysages, se jouent les enjeux mondiaux liés à la gestion des ressources en eau. La Côte d'Ivoire est présente et multiplie les séances techniques, mais aussi renforce les partenariats. L'intérêt de cette rencontre entre Laurent Tchagba et son homologue du Maroc, dont le pays achève d'assurer la présidence du réseau international des organismes du bassin. Mais pour nous, c'est une opportunité de rafraîchir les éléments du protocole d'accord que nous avons signé avec le Maroc à Bali pour pouvoir bénéficier de l'expérience du Maroc pour relever des défis importants pour nous, la Côte d'Ivoire. Et dans ce cadre-là, nous avons décidé que nous allions participer à la Semaine de l'eau de Côte d'Ivoire avec nos experts pour pouvoir identifier en fait les points de coopération majeurs sur lesquels nous allons agir. Dans le cadre de la coopération transfrontalière, la Côte d'Ivoire entend bénéficier davantage de l'assistance du RIOB pour l'achèvement de son projet de création d'agences nationales dédiées à la gestion des différents bassins. Une ambition rappelée au secrétaire général du réseau dont la prochaine Assemblée générale mondiale aura lieu en 2027 au Brésil. Nous avons souhaité participer au RIOB pour être membre du RIOB et ensuite bénéficier de l'appui du RIOB pour mettre en place notre système en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire mettre en place l'Agence nationale des ressources en eau, mettre en place toutes les agences de bassin en Côte d'Ivoire, de telle sorte que dorénavant, la gestion des ressources en eau se fasse par bassin et le ministre des Eaux et Forêts, qui est le gestionnaire, puisse en assurer la coordination. Nous avons évoqué la dimension nationale, les bassins domestiques, le Haut-Bandama, sur lequel il y a effectivement cette possibilité de construire à la fois l'écosystème, l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Les défis liés à la gestion des ressources en eau sont nombreux. À Bakou, en Azerbaïdjan, dans quelques jours, plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, feront entendre les voix des plus vulnérables sur la nécessité d'investir dans la pérennité de l'eau.
On reste toujours sur le vieux continent à Genève, cette fois-ci avec la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire qui exhorte les participants à prendre des mesures législatives globales. Il s'agira de répondre aux enjeux technologiques et éthiques, exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir pacifique et durable. C'est le thème de la rencontre suivie par nos envoyés spéciaux Célestin Frodo et Marie-Chantal Akandan. À Genève, au cœur des assises de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire. Un appel fort et visionnaire, Tulia Axon, présidente de l'Union, a rappelé aux législateurs du monde entier leur rôle décisif dans l'orientation des technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle, vers un usage au service du bien commun. L'Union est prête à aider les parlements dans cette révolution technologique déjà en cours. Je vous engage à participer pleinement à ces efforts. Mettons-nous au défi de toutes ces idées. Mettons en place des stratégies pour exploiter la science, la technologie et l'innovation pour un avenir plus pacifique et durable. Le message de la présidente de l'Union a été salué unanimement, mettant en lumière les attentes élevées de cette Assemblée. Passer des paroles aux actes concrets. Les parlementaires, comme ceux de la Côte d'Ivoire, représentés par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, se sont engagés à adopter des législations progressistes pour garantir que l'innovation devienne un vecteur de justice sociale et de paix. Retour en Côte d'Ivoire avec le Sénat. C'est le 10 octobre dernier que l'institution a ouvert sa deuxième session. Réunie en plénière à Yamoussoukro ce mardi, les sénateurs ont approuvé un calendrier de travail. Il s'étend du 15 octobre au 19 décembre prochain. La fourchette sera dominée par des séances plénières d'information et de votes de projets de loi. Le budget 2025 de l'État de Côte d'Ivoire sera soumis en délibération. Kader Sogodogo. Le calendrier de travail du Sénat pour la deuxième session 2024 vient d'être adopté en plénière. Il court sur la période du 15 octobre au 19 décembre 2024. Il comporte 2 séances d'information parlementaire avec notamment le Conseil national des droits de l'homme dont la présidente présentera devant les sénateurs son rapport 2023. Le président de la Commission électorale indépendante CEI viendra quant à lui exposer sur le processus de révision de la liste électorale d'un projet de loi à examiner. 8 au total. Ils seront dominés par le transport, la santé et surtout le budget, le règlement du budget de l'État au titre de l'année 2023 et le projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. Cette plénière coïncide avec l'an 1 de la deuxième législature et l'an 1 de Kandia Kamisoko Kamara à la tête du Sénat. Depuis 1 an que nous sommes ensemble, que d'actions menées, que d'actes posés, que des réflexions menées. Je vous assure, je suis très fier de vous. Fier de mes collègues, hommes et femmes. Très fier de vos compétences. Un gâteau anniversaire est venu contribuer à l'aspect festif. On en vient maintenant à l'actualité du moment. Le mot d'ordre de grève lancé par le syndicat des secteurs de l'éducation a-t-il été suivi ce mardi sur le terrain? 3 membres du gouvernement, en l'occurrence Anne Ouloto, Maria Toukone et Pierre Demba, ont parcouru quelques sites. Un constat à l'issue duquel ils invitent les fêtières syndicales au dialogue. Les détails avec Amidia Rassouba. Anne-Désirée Ouloto, ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, accompagnée de Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, et de Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, sillonnent quelques établissements scolaires et le centre hospitalier universitaire de Trècheville. Objectif, faire un état des lieux du mot d'ordre de grève lancé par plusieurs syndicats dans les secteurs de l'éducation nationale et de la santé. Premier acte, le collège moderne autoroute. Aucune perturbation. Les cours se déroulent normalement. Même constat au groupe scolaire régional dans la commune de Trècheville. Depuis 7h30, les enseignants de la circonscription de Trècheville sont à leur poste. Nous avons travaillé le matin et cet après-midi, nous devons continuer. Enfin, nous continuons. Nous pensons qu'un syndicat responsable et doyen, nous pensons qu'on doit, même si à la grève, on va partir à la négociation. Pourquoi ne pas commencer par la négociation? C'est pour cela que nous
nous avons dit que nous ne sommes pas signataires du mot d'ordre de grève et vous constatez que dans nos zones, au niveau du primaire, la situation a été maîtrisée. Maria Toukone rappelle que le ministère privilégie la voie du dialogue. Le thème de notre année, c'est être un citoyen responsable pour une école de qualité. Si on veut l'école de qualité, qu'on est citoyen responsable, c'est ce qui a été fait. Les enseignants sont à leur poste, les élèves sont à leur poste, l'administration est à son poste. Je voudrais donc féliciter tous ceux qui ont choisi la voie de la responsabilité, la voie de l'engagement, la voie du dialogue, la voie de la négociation. Au CHU de Trècheville, tous les agents sont à la tâche, à la grande satisfaction du ministre de la Santé. Nous avons fait le point de tous les services. Il n'y a pas un seul agent qui n'est pas à son poste. Nous voulons louer l'esprit de responsabilité, l'esprit citoyen donc, de nos agents qui ont compris que pour aller donc, vers des solutions, il faut accepter donc, de s'asseoir et discuter. Madame la ministre d'État a pris toutes les discussions pour que le comité consultatif qui manquait à la chaîne donc, de décision donc, soit mis en place. Et je crois qu'il appartient à nos agents, en toute responsabilité, donc, de venir avec des propositions de solutions pour que le gouvernement puisse examiner. La ministre d'État Anne Désiré Ouloto réitère l'engagement du gouvernement à poursuivre les négociations avec tous les acteurs dans le cadre du dialogue social. L'éducation de nos enfants, la santé sont des droits fondamentaux. Je voudrais féliciter au nom du chef du gouvernement, au nom du président de la République, tous ces braves fonctionnaires qui dans nos établissements, dans nos centres de santé, dans nos CHU, se battent avec la plus grande détermination pour faire en sorte que le service public soit assuré. Pour notre part, le comité consultatif de la fonction publique va continuer son fonctionnement. Nous aurons jeudi prochain une importante réunion. Pour rappel, les syndicats du secteur éducation-formation annoncent un arrêt de travail de 3 jours. À compter du mardi 15 octobre 2024, le gouvernement se dit prêt au dialogue et entend prendre toutes les dispositions pour le bon déroulement du service. En ce qui concerne la médiation sociale, une délégation togolaise est en visite de travail dans notre pays. Elle est venue s'imprégner du modèle ivoirien de la fonction publique et du dialogue social. Elle a été reçue cet après-midi par la ministre d'État Anne Désiré Ouloto. Les échanges ont porté sur la réforme de la formation continue, le dialogue permanent avec les acteurs sociaux et la digitalisation de l'administration. Autre chose à présent, l'autorité de régulation des télécommunications célèbre l'excellence. Plusieurs travailleurs ont été distingués pour le mérite et l'engagement. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale était aux côtés du personnel. Maître Adama Kamara a exhorté les récipiendaires à être des modèles au service de la promotion des télécommunications et des TIC en Côte d'Ivoire. On en parle avec Serge Coléa. 6 travailleurs de la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications en Côte d'Ivoire, distingués. 3 sont faits médaille d'honneur du travail, grand or. 2 autres sont élevés au grade de médaille de vermeil et d'argent. Je pense que c'est le mérite, c'est l'engagement, c'est le travail acharné qui me vaut de recevoir cette médaille aujourd'hui. Le 6e agent, admis à faire valoir ses droits à la retraite, est également honoré. À nos jeunes collègues qui sont encore à l'ATC ou en service, nous leur demandons de travailler, d'être des professionnels, de travailler d'arrache-pied pour que l'ATCI puisse toujours s'élever au-dessus. La directrice générale Namawa Bamba entend ainsi exhorter l'ensemble du personnel au travail bien fait. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, félicite les récipiendaires. Ce sont des travailleurs tels que nos récipiendaires d'aujourd'hui qui permettent à la Côte d'Ivoire de se positionner comme un leader régional en matière de technologie de l'information et des télécommunications. Chaque effort que vous fournissez contribue à faire avancer non seulement la RTCI, mais également toute la Côte d'Ivoire numérique. Cette cérémonie vise à développer l'esprit d'excellence au sein de la RTCI. Elle s'inscrit dans le cadre des ARTCI Days.
Je vous invite à présent à faire un petit tour au Nigeria. Dans les 36 États fédéraux, on y trouve environ 3000 Ivoiriens, des compatriotes qui s'intègrent tant bien que mal dans le tissu socio-économique de ce géant économique ouest-africain. Ils exercent pour la plupart dans le secteur informel, quand certains sont des cadres d'institutions régionales ou encore internationales. Le retour d'Abuja, on regarde le focus de Mahama Traoré. Dans le quartier réservé aux missions diplomatiques à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, les nouveaux locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire forcent l'admiration. Au sein de ce bâtiment inauguré en 2021 par le président Alassane Ouattara, nous retrouvons l'ambassadeur Kalilou Traoré et son staff en réunion. Comme d'ordinaire, l'un des points à l'ordre du jour concerne la situation de la diaspora ivoirienne basée au Nigeria. Ils sont environ 3000 Ivoiriens à être venus chercher l'Eldorado dans les 36 États qui forment cette puissance économique. Notre rôle à côté de ces Ivoiriens, c'est de leur apporter l'assistance institutionnelle, quelquefois humanitaire, ou ceux qui ont des problèmes sécuritaires quand il y a des situations. Leur apporter également notre assistance lorsqu'ils ont des projets de groupe ou même des projets individuels, les conseiller, les aider. Pour mener à bien cette mission, la chancellerie entretient le contact permanent avec Adama Soumaoro, le président de la dite communauté. Les Ivoiriens ici, ils opèrent dans l'hôtellerie, dans la restauration, les stylistes et modélistes. Nous avons aussi, ils opèrent dans le bâtiment. En tout cas, ils sont dans beaucoup de domaines ici. Le plus prisé des secteurs d'activité pour les Ivoiriens du Nigeria demeure la couture. Un attrait suscité par la préférence des Nigérians pour la couture made in Côte d'Ivoire et qui remonte à des décennies. Depuis 2011, les frères Kwame sont venus tenter l'expérience. Grâce à l'appui de l'ambassade, ils tiennent aujourd'hui un atelier dans le centre-ville d'Abuja. Je fais les jackets, les palazzo, je fais ici. Bon, avec ce que je fais, j'arrive à envoyer un peu d'argent à ma famille au pays. Du fait de la crise économique que connaît actuellement le Nigeria, l'activité des frères Kwame connaît une baisse de régime. Pour autant, pas de raison de désespérer du rêve nigérian, un rêve que continuent de vivre et de partager les cadres ivoiriens exerçant au sein de la CEDEAO et dans les organisations internationales basées à Abuja. L'amicale que préside Mariam Kone Touré s'attelle à une intégration réussie des compétences ivoiriennes. Quand il y a les ouvertures de postes, on fait en sorte qu'on puisse informer le plus rapidement le ministère des Affaires étrangères. Depuis que l'amicale a été créée, en tout cas, on a la possibilité de faire entrer beaucoup d'Ivoiriens, surtout si on entend qu'il y a des Ivoiriens compétents qui s'inscrivent dans ce moule, donc on fait tout pour pouvoir les retenir. Pour plus d'Ivoiriens au Nigeria, l'ambassade de Côte d'Ivoire s'attelle à balayer les préjugés en misant sur le tourisme. Nous travaillons avec des tours opérateurs pour que des Ivoiriens qui veulent venir au Nigeria puissent avoir des offres. L'axe du tourisme va permettre à la Côte d'Ivoire d'accueillir beaucoup de touristes nigérians qui sont des grands voyageurs qui vont dépenser beaucoup d'argent dans bien d'autres endroits touristiques, alors que la Côte d'Ivoire a signé Abidjan, San Pedro, Mans et bien d'autres richesses culturelles pourraient très bien les intéresser. Renforcer les liens entre les peuples, mais aussi les liens économiques entre les deux pays. À ce jour, les chiffres font état de plus de 779 milliards de francs CFA d'échanges commerciaux, concernant essentiellement le pétrole brut. Un focus à revoir sur RTIA. Retour en Côte d'Ivoire avec le président du directoire du RHDP qui poursuit ses tournées de remobilisation dans le district du Bas-Sassandra. Il a échangé lundi avec les militants et cadres de San Pedro. Gilbert Koné Kafana les a appelés à l'union et au rassemblement autour des leaders locaux du parti afin d'assurer la victoire du RHDP en 2025. Moussa Konaté, Richard Bao. Le président Alassane Ouattara m'a demandé de vous dire, la seule chose qu'il vous demande, c'est de vous entendre, d'être ensemble, vivre ensemble. La cohésion entre vous doit être totale. Ces mots du président du directoire du RHDP à l'endroit des militants de San Pedro. Gilbert Kafana Koné appelle à l'union et à la cohésion afin d'affronter les combats politiques à venir. Message bien perçu par les cadres du parti de la région. Nous n'avons pas intérêt à faire autre chose que nous attendre. Parce que le plus important, c'est
c'est le RHDP. Le plus important, c'est la victoire du RHDP. Le seul leader que nous avons s'appelle Alassane Ouattara. C'est le leader que nous suivons tous, c'est notre boussole, c'est notre guide. Et nous devons faire en sorte que notre boussole puisse nous conduire à bon port. Des engagements pris par les leaders politiques locaux avec le même objectif, la victoire du parti en 2025. Gilbert Kafana Koné invite donc à maintenir l'élan de la mobilisation des militants. Ce qui nous rassemble est plus important et de loin que ce qui peut nous séparer individuellement. Faisons le travail que nous avons à faire pour notre parti, pour notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Le futur vous attend, il ne vous reste qu'à travailler pour l'améliorer. Ce qu'on vous demande, c'est de travailler ensemble, de travailler à la cohésion, de faire en sorte à ce que les militants et leurs leaders s'entendent et que le travail que nous faisons aille de l'avant. Les membres de l'encadrement politique du RHDP de San Pedro annoncent une vaste tournée de sensibilisation des populations pour la révision de la liste électorale. L'opération démarre le 19 octobre prochain. On reste en politique avec le groupement des partis de l'opposition qui s'est réuni à la maison du parti du PDCI RDA. Les discussions ont porté sur l'organisation d'élections libres, transparentes et inclusives en Côte d'Ivoire. Au terme des échanges, les responsables des partis politiques signataires de la déclaration de Beaunois ont fait des propositions. Ils ont surtout noté la nécessité de procéder à quelques réformes dans l'opération de révision de la liste électorale, tout en appelant le gouvernement à un dialogue. Les détails avec Souleymane Donisongo. Le groupement des partis membres de l'opposition réunis au siège du PDCI RDA pour une séance de travail. Engagé à prendre part à l'opération de la révision de la liste électorale qui démarre bientôt, le groupement des partis politiques signataires de la déclaration de Beaunois formule des recommandations. Tout le monde s'accorde désormais sur le fait que notre liste électorale devrait comporter 4 ou 5 millions d'électeurs de plus qu'aujourd'hui. Certaines des mesures annoncées, telles que la gratuité des certificats de nationalité, ou encore la possibilité de s'inscrire sur la liste électorale avec un récépissé de carte d'identité, vont certes dans le bon sens et devront faciliter les inscriptions. D'autres décisions, en revanche, sont plus problématiques. Ainsi, on nous a informé que l'opération durerait 3 semaines sur les 52 semaines que comporte une année. Cela n'est pas suffisant et nous maintenons donc notre demande que l'inscription dure plusieurs mois. Premier responsable du PDCI RDA, Tidjane Thiam exhorte le gouvernement à la tenue d'un dialogue inclusif avec la plateforme des partis d'opposition. Nous insistons sur la nécessité de conversation entre l'opposition et le gouvernement pour s'assurer que tout ça se déroule dans un climat apaisé. L'opération de la révision de la liste électorale démarre ce samedi 19 octobre jusqu'au 10 novembre 2024 sur le territoire national et à l'étranger dans les pays retenus sous la responsabilité de la Commission électorale indépendante. Une opération à laquelle le groupement des partis membres de l'opposition marque son entière adhésion. On parle maintenant de sport de football. La longue série d'invincibilité des éléphants de Côte d'Ivoire a pris fin ce mardi. Les champions d'Afrique se sont inclinés cet après-midi face à la Sierra Leone. Un but dans les derniers instants du match qui empêche les éléphants de se qualifier directement pour la CAN 2025 au Maroc. Arsène Kouassi, Salif Niobé-Ouattara. Le complexe sportif Samuel Doé de Monrovia n'a pas souri aux éléphants ce mardi. Face à une équipe révoltée de la Sierra Leone, Franck Kessié et ses coéquipiers ont eu du mal à se retrouver sur la pelouse. Malgré les 55% de possession du ballon, la Côte d'Ivoire n'a pas réussi à trouver les filets du portier Francis Koroma, cette fois-ci galvanisé par son public. Pour s'assurer sa première victoire en 8 confrontations face à la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone peut remercier son attaquant Amadou Bakayoko, auteur de l'unique but de la rencontre à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. Emmanuel Samadia fort devant le but, le coup de tête et c'est au fond. Première défaite des Faye MS qui était sur une pente ascendante depuis la CAN 2023. Cette défaite retarde la qualification des éléphants pour la CAN 2025. La Côte d'Ivoire reste cependant leader de la poule G avec 9 points, devant la Zambie deuxième avec 7 points, ainsi que la Sierra Leone troisième avec 4 points désormais et le Tchad quatrième avec 2 points. Prochain match des éléphants au mois de novembre face à la Zambie. Un match décisif pour la qualification.
Dans l'actualité hors de nos frontières au Kenya, une haute cour de justice a rejeté ce mardi 15 octobre le recours déposé par le vice-président Rigathi Gachagua pour suspendre sa destitution. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté à une large majorité une motion à cet effet. Les députés l'accusent notamment d'avoir violé la Constitution, semé la discorde et détourné de l'argent. Sans aucun recours judiciaire, Rigathi Gachagua devra s'expliquer devant les sénateurs demain, mercredi. Et puis hors du continent africain, le Hezbollah continue de défier Israël. Le mouvement islamiste a menacé ce mardi d'attaquer Israël partout sur son territoire. Un peu plus tôt, l'organisation chiite avait affirmé avoir tiré une salve de roquettes sur Haïfa 2 jours après qu'un de ses drones a tué 4 soldats sur une base militaire au sud de cette grande ville du nord d'Israël. La formation pro-iranienne assure également être engagée dans des combats rapprochés avec les troupes israélienne dans le sud du Liban. Israël, de son côté, a intensifié ses bombardements aériens sur son voisin libanais. Il sera bientôt minuit, dans une demi-heure ou presque. Quant à moi, je vous dis bonsoir et à demain.